Bonjour et bienvenue sur Radio CNV avec Diane Baran. Et je suis aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Desplat. Et voilà, je suis très très joyeuse à l'idée de partager ces quelques moments avec elle. Parce que pour moi, c'est une personne qui m'inspire. Alors je vais te parler à toi, Isabelle. Tu es une personne qui m'inspire énormément. Parce que tu incarnes pour moi ce dicton en fait que Gandhi partageait, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et tu es formatrice en communication non violente. Déjà bonjour Isabelle. Bonjour Diane. Bonjour Diane et bonjour à ceux qui nous écoutent. Donc voilà, tu es formatrice en communication non violente depuis quelques années et aussi en gouvernance participative et tu utilises des outils comme la sociocratie, l'intelligence collective, l'holocratie. Tu fais aussi de l'accompagnement individuel avec de la CNV et l'IFS qui est le Internal Family System. Tu es cofondatrice de Colibri depuis 2006 et aujourd'hui présidente du cercle de pilotage depuis cet été. Et aussi, tu participes à la création d'un écodomaine de Vaillocès près de Montpellier avec ton compagnon Redouane. Voilà, donc déjà, moi, je suis émerveillée de voir tout ce que tu fais et très inspirée et voilà. Donc, je suis curieuse que tu nous partages tout ça et voilà, très curieuse. Mm-hmm. Et ma première question à toi, c'est quel est ton parcours en fait ? Comment es-tu venue à faire toutes ces à faire de la communication violente et de la gouvernance participative ? Quel est ton parcours ? Alors, je vais te répondre dans un instant. Avant, j'ai envie de dire combien moi j'honore ton initiative à toi là de créer des espaces dans lesquels des parcours puissent être présentés, des expériences qui peuvent être apprenantes, inspirantes les uns pour les autres, et puis que voilà, je vois que j'ai la gratitude pour ce que tu fais avec cette radio. Donc j'avais envie de commencer par te dire ça. Merci Isabelle, ça me touche. Alors mon parcours après. D'abord, effectivement, cette phrase de soyons le changement que vous voulez voir dans le monde, ou soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est une des phrases qui m'habite beaucoup. Donc, je suis touchée de voir que c'est ça que tu vois dans ma vie. Mon parcours, ça a été effectivement depuis aussi longtemps que je me souvienne, comment vivre mes valeurs, comment vivre proche de ce qui est essentiel pour moi. Donc, j'ai eu un parcours de vie au début assez classique au niveau professionnel, avec une dizaine d'années dans l'entreprise, puis dans une école de marketing et vente, après une formation en école de commerce et puis en gestion des ressources humaines. Tous les aspects de ce qui motive les hommes à œuvrer ensemble étaient ce qui m'intéressait le plus. Puis en même temps, au bout d'un moment, j'étais assez frustrée des réponses que je pouvais trouver dans le marketing ou la gestion des ressources humaines. Donc je suis allée voir, j'ai fait pas mal d'autres expériences dans le monde culturel, éducatif, artistique. J'ai beaucoup exploré. Puis j'ai rencontré Pierre Rabhi en 1999 quand je participais à un projet expérimental d'agroécologie dans les Alpes d'Haute-Provence, qui faisait de l'éducation à la terre. Alors là, c'était pas du tout mon environnement, mais en même temps, là, j'ai eu un coup de foudre au sens presque propre du terme, en découvrant comment chacun de nous pouvait être déconnecté de la terre dans une civilisation hors sol. Donc, pouvant fonctionner sur du béton, sans lien avec la vie qui circule tout simplement dans les éléments naturels qui nous nourrissent, qui nous sustentent. Et ça a été un choc, d'abord parce que moi je me reconnectais à cette terre-là dans le cadre de ce projet, et le coup de foudre, ça a été d'entendre dans les propos de Pierre Rabhi une invitation à se reconnecter à notre nature. À la nature, mais aussi à notre nature, c'est-à-dire à ce qui est vivant et qui circule en nous en permanence et qui alimente la vie. Et voilà, j'ai senti qu'il y avait dans les propos et les propositions concrètes de Pierre Rabhi quelque chose qui ouvrait un énorme espace en moi
d'une part de remise en question du modèle de société dans lequel nous sommes, c'est clair, mais aussi surtout, et c'est ça qui m'a bouleversée et mise en mouvement, c'est une invitation à recréer des formes de vie qui soient au service du vivant, du vivant en nous, du vivant sous toutes ses formes, du vivant sur la planète, avec une grande conscience de l'interdépendance de la vie, et que nous sommes un maillon de la grande trame de la vie. Et qu'en tant que maillon de cette trame, tout ce que nous pouvons faire a une influence, a un impact sur ce qui nous entoure à proximité, mais aussi beaucoup plus loin. Il n'y a qu'à regarder, c'est pas le sujet là de ton émission, Diane, mais bon, l'impact de nos modes de consommation, de nos modes de vie, de consommation énergétique. Pour s'en persuader, puis aussi nos modes de relation peuvent générer des pollutions émotionnelles qui vont avoir un impact sur la qualité du vivre ensemble, la qualité de la convivialité que nous avons envie de vivre dans nos communautés humaines. Donc tout ça pour moi c'était finalement ça qui était révélé par qui était vivant en moi déjà, mais qui était révélé pas mal par les propositions de Pierre Rabhi. Et je dis ça parce que ça a été un des tournants qui m'a fait vouloir œuvrer à une écologie relationnelle, à une écologie globale, mais qui commençait déjà par la conscience que nous pouvons avoir de nous-mêmes et de ce que nous mettons dans nos comportements quotidiens, qui peut servir la création du monde dans lequel nous voulons vivre, très très concrètement. Voilà, ça c'était en 1999, et puis en même temps, moi j'avais pas vocation forcément à aller mettre les pieds dans la terre, je sentais pas ça en moi, c'est pour ça que j'ai cherché comment vivre cette écologie relationnelle et pour moi-même et y contribuer, puis j'ai découvert la communication non violente. Deuxième coup de foudre, qui s'insérait dans le premier d'une certaine manière, parce que là j'ai trouvé dans la communication non violente un processus profondément humain, c'est-à-dire appuyé sur notre nature, et qui permet de révéler le meilleur de nous-mêmes. Quand on le suit avec tout notre cœur, non pas comme une technique, mais comme une occasion de descendre à l'intérieur de nous vers ce qui est vivant. Et là, moi, découvrant ça, j'ai plongé, et puis j'ai su tout de suite que ce serait une voie privilégiée pour moi à emprunter. Et c'est là que j'ai décidé de me former et puis de rentrer dans ce parcours qui conduit à la certification pour être capable de transmettre cette pratique. C'est plus vraiment une pratique, une technique, pour la vivre moi-même, toujours plus dans ma vie, et puis la transmettre autour de moi. Voilà, c'est ce que je fais depuis 2005. Tout en continuant d'autres choses que tu as évoquées tout à l'heure, mais je suis pas sûre que j'ai envie que ce soit un monologue, donc je vais te rendre peut-être la parole. Oui, mais voilà aussi, la gouvernance. Tu parles de gouvernance participative, et déjà j'aimerais bien savoir ce que c'est, et voilà, et quel est le pont que tu fais entre la CNV et la gouvernance participative. Merci, j'adore cette question, parce que découvrant la puissance d'un processus comme la communication non violente pour se connecter à soi-même et donc construire à l'intérieur de soi tisser un contact intime qui permet d'être en lien avec sa vérité, alors je vais être beaucoup plus capable de relationner avec les autres et d'établir des relations qui sont constructives et en même temps dans lesquelles je prends la responsabilité de ce qui se passe. Et donc, ça me conduit forcément à un moment vers l'organisation. Bon, qui fait aussi partie de mon histoire, puisque j'ai fait une école de commerce et de management, je l'ai dit. Donc, comment les hommes travaillent ensemble, ça me passionne. Ce qui fait que je me suis intéressée de voir comment la CNV pouvait être emboîtée dans des pratiques de management ou de gouvernance qui permettraient d'augmenter beaucoup la capacité des personnes à travailler et à mener des projets ensemble, en optimisant les richesses de chacun, les talents, au sein d'une coopération qui soit une réalité.
Voilà, donc c'est là où la découverte des nouvelles formes de gouvernance qui émergent depuis quelques années, dont la sociocratie, que je voudrais saluer parce qu'elle a posé 4 règles dans le rapport au pouvoir qui vont vraiment changer les choses et créer de l'équivalence et une possibilité de fonctionner en cercle, là où les modèles dominants généralisés sont plutôt la pyramide, avec une dissymétrie entre des supérieurs et des inférieurs finalement, avec une information descendante, avec du contrôle des personnes les unes sur les autres, et donc une forme et aussi une stérilisation de pas mal de talents dans cette structuration. Alors la sociocratie qui pose le cercle comme lieu du pouvoir partagé apporte une vraie innovation. Donc je me suis passionnée pour la sociocratie, dont la première règle est que le pouvoir dans l'organisation est au sein du cercle, elle ne dépend pas d'une personne. Donc c'est un profond changement de paradigme, c'est plus une personne qui détient le pouvoir, c'est un collectif, mais qui se donne des règles très très précises pour que les processus de prise de décision soient vertueux, c'est-à-dire soit à l'écoute d'une forme de justesse, voire de sagesse. En tout cas, c'est ça mon aspiration, c'est de voir comment dans les organisations générales, qu'elles soient entreprises, associations, institutionnelles, politiques, ONG ou éducatives, les décisions soient prises en étant à l'écoute de la justesse et de la sagesse. Donc la justesse, c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, en fonction d'un contexte, va être la décision optimale pour les membres qui doivent vivre le projet. Et la sagesse, c'est comment cette décision peut être inspirée par la raison d'être de l'organisation. Voilà. Le cercle est le lieu d'écoute de ça. Et la sociocratie institue des processus de discernement et de prise de décision qui sont au service de ça. Voilà, en particulier, sans rentrer dans les détails. L'holacratie permet aussi beaucoup de choses. Elle s'est construite sur ces 4 règles de la sociocratie en apportant aussi énormément de choses sur la manière d'organiser l'opérationnel dans une organisation, en étant aussi dans l'équivalence et dans le pouvoir partagé au service de la raison d'être de l'organisation. Ce que j'ai découvert en découvrant ces processus collectifs, c'est que quand on a une posture qui est construite sur un jeu conscient de lui-même, un individu qui sait être en lien avec ses valeurs et ses besoins, qui sait faire des demandes concrètes et positives à autrui ou à un groupe, qui sait prendre la responsabilité de ce qu'il éprouve, de ses émotions, mais aussi de ses actions, et qui sait être dans la coopération, alors on a la posture idéale pour travailler dans un collectif. Et pour avoir fonctionné dans certains groupes en sociocratie sans la CNV, j'ai vu qu'on pouvait retomber finalement dans des processus assez manipulatoires, ou des fonctionnements manipulatoires, même sans le vouloir, où il y a un ascendant de l'un sur les autres, sur la majorité, donc des fonctionnements autocratiques, ou bien des fonctionnements de soumission de certaines personnes dans un groupe. Moi-même, je les ai vécus dans certains cas, ou de rébellion, et puis on rejoue finalement tout ce qui peut se passer dans un collectif qui est comme un bac à sable ou un champ d'expression de tout notre bagage de réactivité humaine. Et dès lors qu'il y a un travail de conscience qui est posé par la CNV, alors on va éviter pas mal d'écueils, parce que chaque membre dans le cercle va être dans une posture qui va être très très constructive et très responsable. Donc c'est comme si ça permet d'élever d'un coup la qualité de ce qui va se vivre dans le groupe, en évitant pas mal de réactivités polluantes comme les attitudes de victimes, d'accusation, et de rébellion. Voilà. Donc c'est pour ça que j'associe les deux, que ce soit dans les formations que je propose ou dans les accompagnements. Je travaille beaucoup à la fois sur la posture individuelle, et la CNV pour moi est l'outil privilégié, et puis ensuite comment on va porter ça dans le collectif. Oui, donc l'un bonifie l'autre en fait. Ah oui, vraiment. Et puis le collectif nous renvoie des choses à chacun, donc c'est très utile de faire cette alternance entre une réflexion sur soi-même, qu'est-ce qu'on veut apporter dans le groupe. Ensuite, il se passe des choses dans le groupe qui me ramènent vers moi. Donc c'est cette alternance entre les espaces du je, l'espace du nous qui sont tellement précieux.
Et je trouve que la CNV offre vraiment un outil magnifique pour travailler à l'écoute de soi et en même temps pour tisser un pont vers l'autre. Voilà, et ça s'emboîte très très bien ensuite avec des processus collectifs, si tant est qu'on peut y inscrire du silence. Je mesure souvent que ce qui empêche chaque individu d'être relié à lui-même, en contact avec ce qu'il vit, c'est que les choses vont vite. Et savoir réintroduire dans des moments importants de discernement du silence pour que chacun puisse se consulter et poser une parole qui soit vraiment authentiquement en lien avec sa vérité, alors là, on peut faire un bond qualitatif dans ce qui se vit dans le groupe. Est-ce que le silence, c'est un outil que tu as aussi expérimenté avec Jean-François Noubel par rapport avec l'intelligence collective? Alors j'apprécie beaucoup et je m'en inspire énormément des apports de Jean-François Noubel qui effectivement en particulier conseille de démarrer un moment de cercle en se connectant au silence les uns aux autres et à soi-même, parce que finalement il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible et que les mots ensuite vont être le reflet de cette qualité de ce qui se passe dans l'invisible, c'est-à-dire à l'intérieur de soi et même dans les liens entre nous qui peuvent être de l'ordre du subtil. De l'ineffable, et puis de remettre du silence quand c'est nécessaire parce que quelqu'un a besoin de ralentir le rythme pour pouvoir se connecter à lui-même ou qu'il y a un emballement et que ce sont à ce moment-là nos cerveaux reptiliens et limbiques qui prennent le dessus avec des formes de régression possible vers des comportements de protection, de lutte de territoire. Voilà, donc effectivement le silence est l'espace de la conscience. Jean-François l'utilise beaucoup. Moi, je vois que c'est quelque chose qui fait partie aussi tout simplement de la pratique de la CNV, parce que c'est un processus vivant et vécu et pas un processus mental. Donc, c'est vrai que je peux quand même reconnaître à quel point Jean-François Noubel sait installer des silences dans des groupes, et je crois que ça fait partie des moyens simples pour aider des groupes et des organisations à changer de paradigme. Oui, juste installer cet état de présence, en fait, à soi, aux autres, et que déjà, ça fait une grande différence. C'est ça. Pour plus être dans le réactionnel, mais dans quelque chose qui soit au service, en fait, du groupe. Voilà, c'est vrai que j'ai été très marquée quand j'ai lu, et c'est comme ça que je me suis orientée vers Jean-François Noubel à une époque, là, il y a quelques années, quand je l'ai lu décrire ce qu'il voyait fonctionner dans les groupes, et qui était la transposition de ce que je voyais fonctionner dans l'individu, c'est-à-dire que quand nous sommes dans la peur, nous mettons en place des mécanismes de défense. C'est vrai pour chacun de nous. Nous allons bâtir à partir de nos cerveaux reptiliens et limbiques des mécanismes de défense qui sont très archaïques et qui nous ont été très très utiles et qui en même temps ont un coût parce qu'ils nous coupent, ils nous ferment et ils nous privent d'une certaine capacité à nous relier en confiance et à faire circuler nos richesses. Voilà. Quand je l'ai lu décrire comment il voyait le fonctionnement des organisations, aussi comme si elles fonctionnaient avec un cerveau limbique et un cerveau reptilien en mode peur, donc en mode défensive, avec une transposition finalement sociale des comportements individuels dans la compétition, la domination, la tentative même d'absorption des entreprises les unes par les autres, l'intimidation, les conflits de territoire. Voilà, on voit juste porter à l'échelle collective ce qui se joue à l'intime de l'être humain. Je trouve ça extraordinaire d'avoir devant les yeux le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Alors moi, à chaque fois que je vois ça, ça me ramène à l'intérieur, et donc c'est pour ça que cette phrase de Gandhi aussi me parle tant, mais c'est aussi que à chaque fois que je vois quelque chose dans le monde qui me dérange, je sais que c'est le miroir de quelque chose qui est en moi. Je ne peux pas dire qu'il y a des méchants d'un côté et des gentils de l'autre, il y a juste des fonctionnements humains qui sont pétris de peur, de croyances, et qui demandent d'être accueillis avec amour, avec bienveillance, pour pouvoir se transformer et se détendre.
Et c'est en faisant ça à l'intérieur de moi que je vois que je peux être un acteur de comportements apaisés aussi ensemble, où les modes défensifs vont céder progressivement le pas à des modes de coopération. Donc en fait, pour moi, j'appelle ça la coopération globale ou intégrale, c'est être capable de coopérer d'abord à l'intérieur de soi avec toutes nos parties peureuses et les accueillir profondément, parce que si je lutte contre elles vont se rebeller aussi. Hein. J'ai à l'intérieur de moi un système qui est un collectif à part entière. Il y a une communauté, c'est ça? Mais oui, une communauté de plein d'aspects de moi qui ont leur histoire, leurs croyances, leurs aspirations, leurs besoins, qui sont toutes magnifiques, et en même temps à des moments qui ont des logiques un petit peu d'opposition et qui peuvent susciter des conflits à l'intérieur de moi. Si je les regarde pas, je rencontre les conflits ou je les génère à l'extérieur. Donc en permanence, là, moi, ce qui m'intéresse dans toutes ces pratiques nouvelles qui émergent, et c'est ça que j'articule dans quelle que soit les interventions que je fais, en individuel ou en collectif, c'est avoir conscience de ces différents plans, en tout cas au moins 3. C'est comment je relationne avec moi-même, comment je relationne avec l'autre, et ensuite comment nous relationnons ensemble en tant que collectif, qui devenons ensemble un nouvel organisme vivant. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Et ça donne beaucoup, moi en tout cas, ce que ça génère chez moi, c'est beaucoup de confiance et d'espoir en fait. Que voilà, on va pouvoir sortir de ces modes défensifs et de coopération et de compétition qui sont souffrants finalement et qui ne font pas avancer. Oui, moi aussi, ça me donne beaucoup de confiance de voir que quel que soit le bout par lequel on prend, que ce soit par les nouvelles gouvernances éthiques et participatives ou par le travail sur soi, nous sommes en ce moment tous ceux qui le font, en train d'œuvrer à la même chose. Hein, c'est de guérir nos peurs pour pouvoir accéder à un être ensemble, un vivre ensemble qui soit apaisé et beaucoup plus créatif du coup. Et du coup beaucoup plus créatif et qui est plus porteur de sens aussi. Oui. Oui, beaucoup plus porteur de sens et aussi beaucoup plus respectueux de notre environnement, parce que nous faisons subir à la planète aujourd'hui tous nos comportements de prédation qui sont appuyés sur la peur et l'avidité. Dès lors que je vois que je peux me connecter à plein de richesses à l'intérieur sans avoir besoin de spolier les biens d'autrui ou de spolier la nature et de l'épuiser, je suis en lien avec des richesses qui font de moi quelqu'un qui a une empreinte légère sur la planète. Je suis plus en train de l'utiliser sans conscience. C'est comme si chacune de mes actions, comme elle est pétrie de l'interdépendance, j'arrive pas forcément à expliquer à quel point je vois le lien entre les comportements défensifs et la destruction. C'est parce que ces comportements défensifs sont souvent en train de prendre soin de quelque chose, bien sûr, par exemple notre sécurité, mais à quel coût? Donc au détriment de tellement d'autres choses. Donc je peux par exemple, pour mon besoin de sécurité, aller épuiser complètement les ressources naturelles de ma région, de mon territoire, et puis pas me rendre compte qu'à ce moment-là, je mets en péril même ma sécurité pour le futur. Parce que ça vient d'une peur, ce comportement-là. Alors que si je m'ouvre à tout ce qui est disponible au présent, y compris dans la coopération, je vais avoir d'autres idées. Et je vais me comporter très différemment sur la planète. Donc c'est aussi pour ça que, pour moi, le fait d'inscrire mon action dans un mouvement comme Colibri, qui est un mouvement qui vise à un changement de paradigme, est très important. Et que pour moi, Colibri, c'est un mouvement de citoyens qui est une ONG très particulière dans la mesure où c'est pas une ONG qui va lutter contre des méchants. C'est une ONG, comme le dit Pierre Rabhi, qui se rappelle qu'il n'y a pas de changement de société possible sans changement humain. C'est la phrase que nous mettons en exergue dans Colibri, et dans laquelle tous les colibris qui nous rejoignent se reconnaissent. Il n'y aura pas de changement de société possible sans changement humain. Donc on va aller chercher la cause, la cause de ce qui nous empêche aujourd'hui d'être dans des comportements écologiques pour soi, pour les autres et pour la planète.
et aller les traiter là où ils se placent, quoi. C'est pas juste en mangeant bio, en se chauffant solaire et en recyclant c'est global, hein. C'est une approche. En faisant son compost qu'on va changer le monde. Ouais. Est-ce que, alors je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de mouvements chez Colibri et je voulais en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, voilà, parce que il y a quelques semaines sur Paris, Colibri a fait un événement avec plus de, je sais pas, tu m'as dit qu'il y avait plus d'1 millier de personnes et oui. Voilà, et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui. En fait, Colibri est en ce moment en train de rencontrer beaucoup d'intérêt de partout. Et effectivement, c'est comme s'il y a un grand boom qui est en train de se produire. En 2012, à l'occasion de la campagne présidentielle, on avait lancé une campagne qui s'appelait Tous candidats, qui permettait à chacun de se déclarer candidat pour la société qu'il veut créer. Et ça avait permis de montrer à chacun qu'au lieu d'attendre des politiques qu'ils fassent ce que nous désirons, nous avons le pouvoir d'agir à notre échelle là où nous sommes. Et durant toute cette année 2012, il y a eu plusieurs dizaines de forums ouverts, qui sont des pratiques d'intelligence collective qui permettent d'écouter les projets, de fédérer les énergies. Nous avons pu faire remonter sur 5 axes clés de la société des propositions concrètes qui ont été lancées le 30 janvier à Paris. Alors nous avions loué une salle de 750 places et il y a eu 3000 personnes. Donc il y avait plus que 2000 personnes dans la rue qui faisaient la queue jusqu'au métro et c'était absolument sidérant pour nous de voir que des gens venaient de province, avaient pris des journées de congé pour participer à cette soirée de lancement de ce qu'on a appelé la révolution des colibris, avec un R entre parenthèses, parce qu'il s'agit d'une révolution vraiment tout autre, hein. C'est une révolution intérieure, constructive et coopérative. Et en même temps, c'est une vraie révolution parce qu'elle s'attaque aux causes dans le changement humain. Et le 30 janvier donc, a été l'occasion de présenter en synthèse, à travers 5 intervenants, les 5 grands axes qui vont être déclinés dans les 18 mois qui viennent, sur lesquels chacun peut faire une différence au quotidien. Donc sur l'économie, comment consommer, notamment produire et consommer localement, et se relier à des monnaies locales, ou en créer soi-même autant que c'est justifié. Un autre axe qui va être sur l'agriculture et la santé. Comment en prenant soin de la terre, on prend soin aussi de nous, êtres humains. Donc encourager toutes les pratiques de fertilisation des sols, d'agriculture biologique et biodynamique. L'éducation, alors autre volet tellement important, c'est que si nous voulons laisser à nos enfants une planète vivante, c'est aussi important de se demander quels enfants nous laisserons à la planète et comment nous préparons les générations futures à être elles aussi capables de prendre soin du patrimoine vivant. Et donc l'axe de l'éducation nous semble très important, avec l'encouragement de toutes les pédagogies qui relient l'enfant à sa propre responsabilité, qui respecte son rythme, qui l'aide à se relier à son élan d'apprendre, et qui aussi soit une école de la coopération. Voilà, donc il y avait Isabelle Peloux des Amanins qui venait présenter sa pédagogie, qui est inspirée de Montessori, mais qui invite en fait chaque pédagogue à faire confiance à sa propre intuition, et bien sûr à découvrir aussi toutes les bases de la pédagogie qui sont si utiles ensuite, mais pour aider chaque enfant à se développer comme il le mérite. Ensuite, il y a un 4e axe qui est démocratie et gouvernance. Là, c'est aussi comment mettre en place, aussi bien dans le monde politique que dans les organisations, des formes de gouvernance et de partage du pouvoir qui permettent de créer de la co-responsabilité et de prendre des décisions qui soient les plus justes pour tous. Voilà, j'oublie un axe là et je vois qu'il n'est pas juste présent à l'instant où je te parle, donc il va peut-être me revenir parce que je fais ça de tête. Mais voilà, éducation, agriculture, économie, gouvernance et démocratie, je suis sûre que c'est un sujet énorme et qu'en même temps, comme on est parti de la CNV, je ne suis pas tout à fait là-dessus à ce moment-là.
mais ça donne une idée peut-être déjà de ce qu'on est en train de lancer. Et pour chaque thème, il y aura trois mois d'action, d'information, de sensibilisation qui permettront aussi aux gens de se relier et d'apprendre sur chaque thème comment fonctionner différemment. Après, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est un autre chantier en parallèle, c'est le déploiement d'une gouvernance participative en cercle, qui a été validée dans des statuts nouveaux en juin 2012, après 2 à 3 ans d'écriture des statuts, que nous voulions mettre en accord aussi avec cette forme de gouvernance en cercle. Ça a été l'occasion pour une avocate et plusieurs même de nous accompagner dans cette écriture pour traduire les statuts de l'association loi 1901 en statut de gouvernance en cercle. Et nous sommes en ce moment dans le chantier qui consiste à déployer cette gouvernance en créant des collèges au sein du mouvement Colibri pour que chaque collège participe pleinement à la gouvernance et donc au choix des grandes orientations stratégiques du Colibri et même à l'élection du cercle de pilotage que je préside aujourd'hui, mais qui a la charge ensuite d'incarner ces stratégies et de s'assurer que l'équipe opérationnelle a le soutien et les moyens d'incarner cette stratégie. Donc c'est une aventure très très passionnante. Passionnante, et j'imagine qu'au sein de Colibri, vous utilisez tous ces processus de gouvernance participative, comme la Socratie, l'holacratie, l'intelligence collective, et que donc vous vivez ça avant de le transmettre. Oui, alors c'est notre intention. Maintenant, les intentions peuvent prendre un peu de temps à s'incarner, c'est-à-dire que moi je suis arrivée beaucoup avec cette intention-là, et Pierre l'a accueilli favorablement. Ensuite, dans la réalité, ça a mis du temps à se déployer. On a commencé à vivre la sociocratie depuis 2007 en élisant dans l'équipe opérationnelle un double lien qui faisait partie du conseil d'administration avec nous, en plus du directeur, et nous avons pris toujours nos décisions de manière collégiale en tenant compte des avis de l'équipe de cette manière, ce qui était déjà une façon de créer de la coopération entre l'équipe opérationnelle et les conseils d'administration, ce qui était un pas. La majorité des personnes aussi qui rentrent, qui ont rejoint l'équipe opérationnelle de Colibri ou le cercle de pilotage, donc le CA, se sont formés à la communication non violente et à la sociocratie. Et en tout cas, là, nous venons d'instaurer que ce soit un choix. Nous venons de décider ça la semaine dernière, d'en faire un choix formel, que chaque personne qui vient travailler concrètement à un poste à responsabilité au sein de Colibri se forme à la CNV, au moins les 3 modules d'introduction, et est aussi une initiation à la gouvernance partagée de type sociocratique. Voilà. En plus, nous sommes en train de bâtir au sein de l'équipe opérationnelle une gouvernance holacratique. J'ai peur d'assommer tout le monde avec des termes techniques là, donc je voudrais juste que vous entendiez qu'on est un espace d'exploration, d'expérimentation sur nous-mêmes, de ce que nous entendons promouvoir, et que nous faisons en même temps allégeance à aucun outil, parce que ça nous tient à cœur de rester libre, comme je pense chaque organisation a besoin de l'être, pour créer la gouvernance qui lui convient. Donc nous évaluons, après des périodes d'expérimentation, les fonctionnements ensemble, et nous faisons des choix de les maintenir ou de les améliorer, de les ajuster. Waouh, c'est très complet, et j'aime bien aussi la souplesse qu'il y a à l'intérieur de ce fonctionnement. Alors c'est vrai que s'il y en a qui ont envie de participer à une aventure participative aujourd'hui, nous allons créer là bientôt le collège des cotisants chez Colibri. Il y en a pas mal des cotisants. Des cotisants, il y en a presque 10 000 aujourd'hui qui donnent 5 € par mois et qui font que ce mouvement a une autonomie financière aussi, parce qu'elle est en accord, cette autonomie financière, avec ce que nous voulons vivre. C'est que c'est un mouvement citoyen, c'est pas un mouvement qui est soutenu par des mécènes privés ou qui dépend de l'argent d'une organisation autre que de nous, de ce que chacun peut mettre pour permettre le fonctionnement de ce mouvement. Et les cotisants vont maintenant avoir leur collège et pouvoir nommer des représentants qui siégeront au cercle d'orientation en juin prochain, c'est-à-dire l'équivalent de l'AG, et participer aux orientations au même titre qu'un certain nombre d'autres représentants d'autres collèges, comme les groupes locaux, les partenaires et puis l'équipe opérationnelle et les fondateurs. Voilà, on a créé des collèges qui permettent de représenter finalement l'écosystème du Colibri au sein de la gouvernance.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, en tant que citoyen, en tant que... là, tu parlais de ces cinq domaines d'application du changement social. Et au quotidien, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a énormément de choses qui sont possibles pour chacun dans des tout petits gestes quotidiens. Et c'est pour ça qu'on a ouvert, qu'on a lancé la Révolution des colibris. Donc, j'aurais tellement d'idées à donner que j'en ai trop. Ça va aller de, bien sûr, commencer par privilégier une consommation de produits achetés localement et bio, si possible un agriculteur que vous connaissez, vous relier pour créer une AMAP, se former soi-même aux pratiques relationnelles qui permettent de créer cette convivialité, cette coopération. Au sein de l'organisation, ça veut dire aussi, si vous êtes en entreprise, lancer peut-être l'idée de sensibiliser les personnes qui en ont le pouvoir aux nouvelles formes de gouvernance, proposer que la CNV soit dans les catalogues de formation pour que chacun puisse aussi développer sa posture de responsabilité et de coopération. Donc dans plein de domaines. Alors après, dans le domaine de la démocratie, vous pouvez aussi aller vous renseigner sur le site sur comment commencer à reprendre le pouvoir de décider localement en s'initiant à ce que ça pourrait être d'être ensemble une assemblée constituante. C'est toutes les idées d'Étienne Chouard qui nous intéressent beaucoup en ce moment. Vous les retrouvez sur le site aussi de Colibri. Voilà, encourager la création d'une école près de chez vous, former les enseignants à ces pratiques relationnelles et pédagogiques. Bon, il y a énormément de choses. Énormément de choses, oui. Oui. Le site Colibri est vraiment une mine pour ça et se relier. Alors, nous, on a 3 mots-clés chez Colibri, c'est inspirer, relier, soutenir. Parce que le changement de société, il passera par le fait que chacun soit inspiré au sens informé, conscient des enjeux et qu'on ne va pas rafistoler le système qui, de toute façon, est moribond. Là, la crise financière de 2008, elle a été... c'est comme si on n'avait pas vraiment vécu ses conséquences parce que les États sont venus comme des pompiers, mais ça veut dire que la situation, elle est totalement fausse aujourd'hui et qu'il y a un moment où on sera en lien avec la vérité de la situation financière et économique. Donc, tout ça pour dire que j'ai perdu le fil. Le réseau, de ce que j'étais en train de dire. J'ai complètement perdu le fil. Là, je suis désolée parce que je suis rentrée dans le détail de la situation économique. Mais en tout cas, c'est se préparer à créer des institutions aussi, des instances de travail qui nous permettent de recréer le monde quand les instances actuelles ne tiendront plus. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est un changement de paradigme complet dans lequel nous sommes tous embarqués. Parce que le monde actuel est moribond, donc il s'agit pour le moment de commencer à préparer la transition. Préparer la transition, c'est un chantier très, très urgent pour que nous soyons capables d'être résilients avec ce qui se passe, avec la fin du pétrole, avec les dégradations que nous sommes en train de faire subir à la nature, avec tellement de choses qu'il va falloir guérir aussi. Oui, et le mouvement Colibri, ils étaient dans inspirer, donc prendre conscience du fait qu'il y a un changement de paradigme complet à vivre, ensuite se relier les uns aux autres, parce que quand nous sommes seuls et que nous nous croyons seuls, et c'est souvent le fait des colibris au sens, les personnes qui sont acteurs localement, elles peuvent s'éprouver ou se penser marginales. Et l'une des intuitions du mouvement Colibri, c'est que si nous pouvons réaliser à quel point nous sommes nombreux à croire en ces valeurs et à un autre monde possible, alors nous sommes beaucoup plus forts, chacun. Donc se relier, c'est aller localement rejoindre des associations qui font du travail, qui vont dans le sens de vos valeurs. Ça peut être adhérer à Colibri et par exemple faire une fiche sur le NING pour vous relier, découvrir des acteurs locaux qui sont des colibris et créer ensemble des cercles de soutien.
pour pouvoir faire émerger vos projets, parce que tout seul, c'est plus difficile de faire émerger un projet qui va à contre-courant. Donc, une des choses dont je rêve, c'est de voir des cercles de soutien se créer partout sur les territoires, au sein desquels un porteur de projet puisse recevoir l'appui, l'écoute bienveillante et les compétences de personnes qui mobilisent un peu de temps et d'énergie pour aider ce projet à naître. Voilà, donc ça c'est une des choses que j'aspire beaucoup à voir. J'espère qu'au sein de Colibri, on aura le temps de structurer, de soutenir cette création de cercle de soutien. Donc ça c'est pour relier. Et puis pour soutenir aussi, hein, c'est le volet soutenir, troisième volet de la mission de Colibri, c'est que c'est pas facile d'être un acteur de changement quand pour l'instant nous pouvons nous sentir parfois impuissants. Donc il est important d'apporter du soutien, et les cercles de soutien dont je parle sont une façon. La formation en est une autre. On a aussi des partenaires financiers, comme la Nef, Terre de Liens, qui peuvent venir en aide à des porteurs de projets. Donc voilà, finalement, nous rendre compte qu'il y a un réseau vaste de personnes qui sont en train d'œuvrer à un changement de société, c'est enthousiasmant. C'est très enthousiasmant. J'ai l'impression que c'est c'est comme un filet, comme une toile d'araignée, quoi, qui est en train de se propager là. Et ça donne aussi beaucoup d'espoir. Voilà, et je voulais te demander aussi, parce que les gens se sentent non seulement seuls, mais aussi souvent ils n'osent pas démarrer des projets parce qu'ils n'ont pas les ressources financières et aussi les ressources, ça peut être d'autres ressources, mais souvent on se sent impuissant parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas les ressources pour faire certaines choses. Oui. Et qu'est-ce que tu parlais justement de tout ce qui est aide financière ou de soutien financier et matériel. Est-ce que aussi au sein de Colibri... tu es en train de demander si Colibri fait ça? Non, mais voilà, est-ce que c'est aussi un domaine que Colibri prend en compte, hein, tout l'aspect des ressources matérielles et financières? Oui, alors de manière directe, non, au sens où nous n'attribuons pas, parce que nous n'avons pas d'argent qui permettrait d'investir dans des projets ou de soutenir des projets directement. En revanche, nous abordons cette question-là en invitant les gens, par exemple, à créer des monnaies locales ou des monnaies complémentaires qui permettent de refinanciariser les projets et les échanges. En s'affranchissant des banques et de la monnaie rare, et de la monnaie aujourd'hui qui est à court, qui doit continuer de vivre en parallèle. Donc c'est plutôt les ressources que nous mettons en ce moment à disposition, c'est des informations sur tout ce qui est possible. Et elles sont concentrées sur le site Colibri. Il y a une infinité de ramifications possibles pour aller découvrir des vidéos, des expériences, pour l'instant qu'on pourrait qualifier d'alternatives, mais qui un jour seront, j'espère, et c'est notre but aussi, mainstream, qui seront la donne. C'est plus ça que nous financer des projets nous-mêmes. D'accord. Voilà, peut-être un jour on lancera nous-mêmes une monnaie, Colibri, je sais pas, c'est dans les tuyaux, ça fait quelques temps qu'on y réfléchit, mais pour l'instant on est plutôt en train de montrer ce qui se passe, comme par exemple le Sol Violette à Toulouse. Oui. Avec Frédéric Bosquet, qui a une expérience très très intéressante de création d'une monnaie qui encourage les acteurs éthiques et l'économie solidaire. Et qui est en pleine expansion actuellement à Toulouse. Oui, voilà. C'est clair que toute cette question de la financiarisation de l'économie, elle augmente notre sentiment d'impuissance. C'est que si on n'est pas dans ce système-là, aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas faire. Alors qu'il y a plein d'échanges de richesses qui sont possibles dès lors que nous reprenons conscience que que l'argent n'est que la mesure d'une richesse intérieure ou en compétences, en savoir-faire, et que le travail de créer une monnaie complémentaire ou d'en rejoindre une permet de mettre en évidence les richesses,
de les valoriser et de les refaire circuler à nouveau, alors qu'avec l'euro, on peut se croire pauvre alors qu'on a plein de richesses qui dorment. Bien sûr. Oui. C'est vraiment comment on peut se réapproprier notre pouvoir en fait au niveau individuel et collectif et aussi de valoriser les dons et les talents de chacun. C'est ça. C'est ça. Par exemple, moi je fonctionne avec les points jeu en partie et en euros. Les points jeu, c'est très accessible. C'est un système autogéré, JEU comme Jardin d'échange universel. C'est une façon d'échanger des services et des prestations qui permet à chacun de s'interroger sur ce qu'il est capable d'offrir et ce qu'il aimerait recevoir, et puis de rejoindre une communauté de joueurs pour pouvoir enrichir les autres et s'enrichir. Et ça, c'est au niveau national, le jeu ? Oui, c'est même ça a été créé en France par Daniel Farja. C'est parti au Québec où ça s'est beaucoup développé. C'est ensuite revenu en France. D'accord. Donc il y a des vidéos. Vous pouvez regarder une vidéo de Mado, la québécoise qui a beaucoup contribué à son épanouissement là-bas, et qui explique le fonctionnement. Et puis ensuite, dans chaque région, il y a des personnes relais qui expliquent comment ça fonctionne. D'accord. On peut voir aussi un site internet ? Et c'est pas tellement visible sur Internet. J'ai pu constater ça, mais il suffit que vous vous intéressiez à ça. Je suis sûre que si vous commencez à faire quelques mails autour de vous, vous allez trouver. Moi, j'ai fait ça ici en arrivant à Montpellier. J'ai demandé à quelqu'un que je connaissais en région parisienne s'il connaissait quelqu'un qui pratiquait les points jeux à Montpellier. Et hop, je me suis connectée à la communauté régionale. D'accord. Ok. Donc ouais. C'est plus voilà, quelque chose un réseau local. Oui, local ou pas, hein, je connais une personne qui est partie au Québec, elle n'a pas dépensé un euro ni $1, parce qu'elle a fait tout son voyage en point jeu là-bas. C'est fascinant. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est des cas concrets, voilà, et je trouve ça fascinant de voir que c'est possible. Oui. Et je voulais aussi peut-être terminer avec le projet que vous êtes en train de créer. Et toi, tu participes à la création d'un écodomaine avec ton compagnon Redouane. Et voilà, j'étais curieuse d'en savoir un petit peu plus aussi là-dessus. Alors là, ce projet, je voudrais rendre hommage à Redouane Saloul qui en est l'initiateur, et moi c'est vrai que j'ai complètement embarqué dans ce projet-là et que j'y mets le soutien que je peux y mettre. C'est un projet au nord-ouest de Montpellier qui consiste à recréer sur un espace de 5 hectares que nous avons acheté un lieu qui soit destiné à la reconnexion avec la nature. Alors pour l'instant, très concrètement, ça consiste à redonner vie au sol qui a été longtemps exploité avec des produits chimiques qui ont tué la vie du sol. Donc Redouane s'emploie depuis 3 ans à fertiliser le sol, à le dynamiser, et puis à faire une production maraîchère donc légumière et aussi fruitière sur 1 hectare pour le moment, tout en prenant soin du bois et du reste en y apportant de la vie animale. On est relié pas mal aussi au principe de la permaculture qui crée des écosystèmes vivants en interaction. Et donc depuis 2 ans, Redouane a créé une AMAP avec une distribution de paniers, et il a à peu près 40 paniers hebdomadaires qui permettent progressivement à l'économie aussi de ce lieu de se mettre en place avec une communauté de personnes qui s'intéressent et qui se nourrissent de produits qui ont du goût et qui ont des qualités nutritives intéressantes et surtout qui sont vivantes. Et puis progressivement, donc le projet est de pouvoir construire des lieux d'accueil, une boutique paysanne sur place, de pouvoir accueillir des formations. Nous avons commencé un petit peu à faire des formations à l'agroécologie cette année, avec des ateliers pour enfants et pour adultes et même pour agriculteurs qui voudraient évoluer vers l'agriculture biologique. Voilà, donc ça ce sera un lieu qui sera autonome au plan énergie, avec panneaux solaires, et puis où les constructions seront des constructions bioclimatiques,
en bois et bottes de paille, aussi pour montrer comment on peut faire des maisons à très très faible consommation énergétique, puisqu'elles utiliseront la géothermie et le soleil. Donc ça sera un lieu finalement assez démonstratif de ce qu'on peut faire et qui se construit pas à pas dans la collaboration avec la commune de Vaillocès et puis la communauté humaine locale et régionale. C'est passionnant. C'est fascinant de voir toutes ces initiatives qui sont en train de se mettre en place. Et merci à toi et à Redouane. Et pour terminer, j'aimerais savoir quelle est ta vision en fait, ta vision, comment la société va évoluer d'ici 10-15 ans, ou comment tu aimerais qu'elle évolue. Je vois que c'est pas tout à fait la même réponse que je donnerais à comment je crois et comment j'aimerais, mais en même temps, l'un et l'autre sont tellement liés. Moi, je suis tellement en lien quotidiennement avec la beauté qui habite chaque personne, que ce soit dans le mouvement Colibri, que ce soit dans les stages de gouvernance ou de CNV, je ne vois que, parce que je crois que nous sommes tous comme ça, des personnes habitées par le désir de créer un monde dans lequel ils ont envie de vivre et aussi que leurs enfants vivent. Donc, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que ce que je constate quotidiennement, c'est comme si c'était des petites pousses d'une société qui va grandir et que la moisson, elle arrivera quand elle arrivera. J'ai un peu de mal à donner des échéances, mais je suis absolument certaine que le monde tel que nous le vivons actuellement est en train de craquer de partout, qu'il est tout simplement en train de s'effondrer et qu'il va disparaître au profit de cette nouvelle société qui est dans les cœurs de chacun. Donc, pour moi, le plus important, c'est que chacun ose croire à ses rêves aujourd'hui et se relier avec d'autres pour les mettre en œuvre, parce que c'est ça qui va donner le rythme, la temporalité, en fait, à laquelle ça va se faire. Mais j'en suis absolument certaine que c'est vers ça que nous allons. Une société dans laquelle chacun pourra faire le choix de comment il se nourrit, de comment il se soigne, de comment il éduque ses enfants, de comment il se déplace, quelle énergie il souhaite utiliser, et qu'on aura retrouvé une dimension locale forte, avec des territoires vivants, où ce qui pourra être relocalisé l'aura été, de manière aussi à recréer de la convivialité et de la circulation des richesses à l'échelle des territoires, tout en gardant le meilleur de la technologie pour pouvoir rester connecté au monde entier, parce que cette mondialisation dans ses aspects lumineux, c'est la capacité à être en lien avec la communauté planétaire tout entière, et en même temps, en veillant à ne pas se laisser complètement détruire par cette mondialisation qui, pour l'instant, a utilisé la planète comme une... je sais même pas comment dire, comme une mer qu'on aurait juste épuisée. Donc, on va recréer de la richesse au plan local. Moi, c'est comme ça que je le vois. Eh bien, je ne sais pas si ça répond à ta question. Isabelle. Et je la partage aussi. Et excuse-moi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je suis ravie de partager cette vision-là maintenant avec toi, et puis de dire à quel point elle est vivante en moi, elle est déjà une réalité. Elle est déjà une réalité, oui. Elle est déjà là. Et j'aime bien cette idée de vivre cette vision comme si c'était déjà une réalité, en fait. Oui, j'aime beaucoup cette proposition que tu fais là. Parce qu'elle est déjà là. Isabelle, merci pour ton engagement, merci pour ton enthousiasme. Tu es vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément et voilà, à créer ce nouveau monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et donc, merci pour ça. Et je te souhaite beaucoup de succès, dans toutes tes réalisations et beaucoup de plaisir à le faire aussi. Merci Diane, toi aussi, tu participes et tu crées le monde dans lequel tu veux vivre. Et puis je voudrais aussi me relier à chaque personne qui écoute là et dont
Donc je suis sûre que vous portez aussi un rêve pour vous, pour vos proches, et que c'est dans ce rêve-là que nous sommes reliés. Et ça me fait beaucoup de bien d'avoir pu me relier à vous dans l'invisible, même si je vois pas vos visages là tout de suite, mais je sais que nous sommes nombreux et ça me fait chaud au cœur. Merci à toi, Diane, d'avoir permis cela. Avec plaisir. Eh bien, on va se quitter. Et je vous fais, à très bientôt et au plaisir de se revoir dans l'invisible, comme tu dis. À bientôt. Reste en ligne, Isabelle, et oui. on se reparle tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.